For our first intervention, we will listen to Professor Philippe Chenot. Professeur Chenot, qui est à Rome aujourd'hui, mais qui va nous parler via vidéoconférence. Et j'espère qu'il nous entend et qu'on pourra l'entendre. Philippe Chenot is professor, holder of the chair of Modern and Contemporary Church History at the Pontificia Università Lateranense, directs the Center for Studies and Research in the Second Vatican Council of the Pontifical Lateran University. He is, of course, a very known scholar. He has written a lot of important works. Personally, I grew up almost with Europe Vatican, but we also especially invited him because he's a great biographer also of Pius XII. So we are, professeur, à vous la parole. Merci bien d'être avec nous ce matin. Oui, là, ça va. Voilà, on vous entend, vous pouvez commencer. Merci. Bon, merci. Bonjour à tous. Merci à l'Academia Belgica pour son invitation à intervenir à l'ouverture de cet atelier sur le pontificat de Pie XII. Merci à Yann de Volder pour sa présentation. Je dois donc vous présenter un état de la recherche sur Pie XII. Le sujet qui m'est proposé est vaste et demande donc à être bien délimité. Du point de vue de son objet d'abord, s'agit-il de l'homme ou du pontificat? Je crois qu'il est impossible de séparer totalement les deux aspects, et l'exposition que nous avions organisée au Vatican à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Pie XII en 2008 avait précisément pour titre « L'homme et le pontificat ». Il me semble en effet que les différentes expériences de l'homme d'Église et du diplomate Eugenio Pacelli dans ses différentes fonctions et missions au service du Saint-Siège avant 1939 fournissent des clés d'interprétation pour l'ensemble du pontificat. Tel a été le parti pris de ma biographie parue en 2003 aux éditions du Cerf, et je crois pouvoir dire qu'il s'est révélé fécond. Du point de vue des limites chronologiques assignées à cette enquête ensuite, s'agit-il de passer en revue toute la production historiographique sur Pie XII depuis la mort du pontife jusqu'à nos jours, ou bien de se limiter à la période la plus récente? En ce cas, quel peut être le terminus a quo, autrement dit la date à partir de laquelle il paraît judicieux de commencer notre enquête? Sans vouloir accorder trop d'importance à mes propres travaux, je crois que l'année 2003, ou à tout le moins le début des années 2000, peut être considérée comme un bon point de départ. Elle marque en effet l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler le temps des historiens. Je me permets de renvoyer ici pour la période antérieure à deux ouvrages de synthèse en forme de bilan historiographique, celui d'Angelo Persico, Il caso Pio XII, mezzo secolo di dibattito su Eugenio Pacelli, publié en 2008, et celui de Muriel Guitta-Naudin, Pie XII après Pie XII, Histoire d'une controverse, publié en 2015. Cette controverse autour des silences de Pie XII, suscitée, comme on le sait, par la parution de l'ouvrage de Rolf Hochhuth, le vicaire en 1963, s'est développée selon deux lignes de recherche parallèles et antagoniques. Une première ligne très critique sur la lancée de la pièce de Hochhuth, des historiens s'attachèrent à accréditer, document à l'appui, la thèse des silences de Pie XII. Le livre de l'historien israélien Saül Friedlander, alors professeur à l'Institut de hautes études internationales de Genève, intitulé Pie XII et le Troisième Reich, document publié en 1965, devait à cet égard faire date. Il entreprenait de démontrer, en se basant sur les archives diplomatiques allemandes, que si Pie XII n'avait rien dit, c'est parce que le Vatican avait fait le choix de l'alliance avec l'Allemagne nazie contre le bolchevisme. Cette ligne interprétative accusatoire ne cessa de se radicaliser au point d'en arriver à la fin des années 90 à faire de Pie XII le pape de Hitler, pour reprendre le titre de la biographie à grand succès de John Cornwell, publiée à l'automne 1999. Et d'alimenter de manière définitive, dans une partie de l'opinion tout au moins, ce qu'il faut bien appeler la légende noire de Eugenio Pacelli, la germanophilie, l'anticommunisme et même l'antisémitisme. Une deuxième ligne très apologétique. Pour répondre aux graves accusations du vicaire, le pape Paul VI chargea une commission d'historiens jésuites, les pères Angelo Martini, Burkhard Schneider, Robert Graham, Pierre Blais, de publier les documents du Saint-Siège relatifs à la période de la guerre.
Les 11 gros volumes des actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale, publiés entre 1965 et 1981, constituèrent, jusqu'à la récente ouverture des archives Pie XII, la principale source dont disposait l'historien désireux de travailler sur cette période. Dans le prolongement de cette publication, les historiens jésuites mandatés par le Vatican entreprirent de défendre la mémoire de Pie XII en mettant l'accent sur la sainteté de l'homme et la sagesse du pasteur responsable, soucieux de ne pas aggraver par des paroles ou des actes intempestifs le sort des victimes du conflit. L'ouvrage du père Pierre Blais, Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, d'après les archives vaticanes, publié en 1997 et traduit dans plusieurs langues, résumait avec efficacité la thèse de fond de l'historiographie vaticane. Si le pape n'avait pas parlé, ce n'était pas pour des raisons politiques ou stratégiques, mais dans l'intérêt des victimes elles-mêmes, en faveur desquelles le Saint-Siège n'avait cessé d'intervenir par la voie diplomatique tout au long du conflit. L'ouverture, d'abord partielle en 2003, puis totale en 2006, des archives du pontificat de Pie XI a permis aux historiens d'entrer véritablement en scène. Je pense en particulier au maître ouvrage de Giovanni Micoli, Les dilemmes et les silences de Pie XII, publié en 2006 en traduction française. Et donc de jeter une lumière nouvelle et plus nuancée sur deux moments clés de la carrière du futur Pie XII, les nonciatures allemandes de Munich et de Berlin et la période de la secrétairie d'État. Commençons par les nonciatures allemandes. La prétendue germanophilie de Eugenio Pacelli conduisit très tôt les historiens à s'intéresser à la longue période des nonciatures allemandes. L'ouvrage pionnier d'Emma Fattorini, publié en 1992 déjà, avec sa riche annexe de documents extraits des archives du pontificat de Benoît XV, avait pour ainsi dire ouvert la voie. Il fut suivi quelques années plus tard par la publication d'une première et utile synthèse sur les rapports de Pie XII avec l'Allemagne, due à un historien allemand, Michael Feldkamp. Mais c'est surtout à partir de 2003-2006, avec l'ouverture des archives du pontificat de Pie XI, que les historiens d'outre-Rhin entrèrent véritablement en jeu. Le lancement d'un vaste projet d'édition online des rapports du nonce Pacelli, environ 6500 rapports, sous la direction scientifique du professeur Hubert Wolf, en collaboration avec l'Institut historique allemand de Rome, s'accompagna de l'organisation d'un grand colloque scientifique à l'université de Münster en mars 2010. Dans l'intervalle, le même Hubert Wolf publiait dans une édition critique le rapport final de la mission de Eugenio Pacelli à Berlin. En décembre 2012, Marie Levent soutenait à sa thèse à l'université de Brest sur le Vatican et l'Allemagne de Weimar des nonciatures Pacelli au Reichskonkordat 1919-1934. Le livre a été publié en 2019 sous le titre Pacelli à Berlin. Ces importants travaux, prolongés et complétés par plusieurs articles de revue ou contributions diverses, ont permis de nuancer et de corriger, me semble-t-il, sur deux points l'image d'un Pacelli germanophile. Le premier concerne précisément son rapport à l'Allemagne. L'Allemagne qu'aimait le futur Pie XII et dans laquelle il dira avoir trouvé une seconde patrie lors de son départ de Munich en juillet 1925, était la Bavière, c'est-à-dire l'Allemagne catholique qu'il ne manquait jamais d'opposer à la Prusse protestante. Le zèle avec lequel il mena les négociations qui aboutirent à la signature du concordat cadre avec la Bavière en 1924, malgré les mises en garde répétées du cardinal Gaspari sur le risque de heurter le sentiment national allemand en encourageant le séparatisme bavarois, est de ce point de vue tout à fait révélateur. On retrouvera cette préférence pour une solution fédéraliste de l'unité allemande, basée sur une large autonomie des régions, des Länder, dans le deuxième après-guerre lorsqu'il s'agira de reconstruire une Allemagne démocratique. Cette méfiance à l'égard du centralisme prussien était d'ailleurs partagée par le futur et premier chancelier de la République fédérale allemande, Konrad Adenauer, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, avec lequel les rapports seront excellents. Le deuxième point concerne la romanité de Eugenio Pacelli. Premier pape romain depuis plus de 200 ans, issu d'une famille de la noblesse noire de la ville éternelle, Eugenio Pacelli s'est voulu avant tout le fidèle serviteur du Saint-Siège. Si la Bavière fut sa seconde patrie, Rome, plus encore que l'Italie au sens d'un attachement à la nation comme telle, resta la première et, serait-on tenté d'ajouter, l'unique objet de son amour et de son dévouement. Le critère de la romanité, c'est-à-dire le degré de fidélité des catholiques allemands au siège apostolique,
sera le seul critère à partir duquel seront jugées les évolutions du catholicisme allemand sous la République de Weimar. Hubert Wolf a bien montré que les rapports difficiles de Pie XII avec le président de la conférence de Fulda, donc la conférence des évêques allemands, le cardinal Alois Bertram, archevêque de Breslau, pendant la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, s'expliquent en grande partie par sa défiance à l'égard d'un prélat dont la formation théologique romaine était jugée insuffisante. Dans son rapport de fin de mission, il ne manquera pas de fustiger les tendances anti-romaines des théologiens, des intellectuels catholiques d'outre-Rhin. Son engagement personnel, comme l'écrit Marie Levent, dans le combat contre le modernisme et ses efforts pour ramener au conformisme les diocèses allemands, n'a d'autre explication. Prompt à dénoncer la résurgence d'un esprit protestant dans les ouvertures doctrinales et pastorales du catholicisme allemand des années 20, il sera directement à l'origine de la publication de l'encyclique de Pie XI, Mortalium Animos, datée du 6 janvier 1928, contre l'œcuménisme. La fermeté de l'homme d'Église dans la défense de l'orthodoxie romaine ne doit pas faire oublier l'habileté du diplomate, même si les différentes et difficiles missions qu'il eut à accomplir comme représentant du Saint-Siège, parfois à contre-cœur, comme dans le cas de la Russie soviétique, ne furent pas toutes, loin s'en faut, couronnées de succès. Que l'on songe à ses missions de paix à Vienne puis à Berlin auprès des empires centraux durant la guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qu'il s'agisse enfin des négociations conduites en vue d'un modus vivendi avec les soviétiques à Berlin dans les années 20. Leur échec de ces négociations ne sera, me semble-t-il, pas sans conséquence sur la politique de paix du Saint-Siège durant la Deuxième Guerre mondiale et durant la guerre froide. Le souvenir de ces tentatives malheureuses inclinera le pape diplomate qui était resté Pie XII à la plus grande prudence, aussi bien dans ses relations avec les forces de l'Axe pendant la guerre qu'avec le gouvernement soviétique après la guerre. La règle d'or de la diplomatie vaticane restait plus que jamais celle de garantir la liberté de l'Église, libertas ecclesiae, et sa survie comme institution au nom du bien des âmes, salus animarum suprema lex. Il convient de ce point de vue de souligner la parfaite concordance de vue du nonce Pacelli avec son principal conseiller, le prélat Ludwig Kaas, le chef du Centrum à partir de 1928, et comme on le sait, le principal négociateur du Concordat avec le Reich en 1933. La période de la secrétairie d'État, c'est-à-dire les années 30-39, l'ouverture des archives du pontificat de Pie XI en 2006 a mis au jour l'existence d'une source inestimable pour la reconstruction du rôle du cardinal Pacelli comme secrétaire d'État, les fameuses feuilles d'audience, fogli d'udienza, longtemps conservées à part dans de petites boîtes blanches, scatole bianche, qui se trouvaient dans son bureau personnel. Ces documents font encore l'objet, l'édition est en cours, d'une édition critique confiée à Giovanni Corco sous la responsabilité scientifique du préfet des archives apostoliques vaticanes, Monseigneur Sergio Pagano. Rédigé en style télégraphique, de sa petite écriture fine et élégante, ces feuilles s'attachent à fixer la pensée mens, comme on dit en langage curial, du pape sur les différents sujets qui lui étaient soumis par son secrétaire d'État lors des audiences dites de tabella quasi quotidiennes qu'il avait avec lui. Si elles avaient pour but de faciliter la mise en œuvre de la décision pontificale, ces notes devaient servir aussi, dans l'esprit du cardinal, à témoigner de sa loyauté à l'égard du pontife régnant. La pratique consistant à enregistrer par écrit les décisions du pape n'était pas absolument nouvelle, mais avec le cardinal Pacelli, elle prit un tour systématique qu'elle n'avait pas auparavant et qui devait faire école après lui, si l'on songe aux notes laissées par les deux plus proches collaborateurs de Pie XII, Monseigneur Tardini et Monseigneur Montini. S'ils viennent renforcer ou conforter plutôt l'image d'un Pacelli exécutant fidèle de la volonté papale, elles n'ont pas mis fin au débat historiographique concernant la prétendue divergence de vues et donc de stratégie du pape et de son secrétaire d'État à propos de l'Allemagne nazie, notamment dans les derniers mois du pontificat. Lorsqu'on s'intéresse à la période de la secrétairie d'État, on s'aperçoit que c'est bien évidemment la question du nazisme et du rapport au nazisme qui a retenu en priorité l'attention des historiens,
avec ces deux moments clés que représentent d'une part la signature, moins de 6 mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, du fameux Reichskonkordat du 20 juillet 1933, et d'autre part la publication, moins de 4 ans plus tard, de l'encyclique Mit brennender Sorge, datée du 14 mars 1937. Tandis que sur le Concordat, Thomas Brechenmacher livrait une publication importante basée sur la documentation vaticane, les historiens allemands, le même Brechenmacher, mais aussi Klaus Unterbrugger et surtout Hubert Wolf, s'employaient à mettre en évidence le rôle décisif du cardinal Pacelli dans la genèse de l'encyclique contre le nazisme, donc de Mit brennender Sorge. Cette dernière a fait d'ailleurs également l'objet d'un important colloque organisé à l'université de Brest en France en juin 2015 par Fabrice Boutillon et Marie Levent, avec la contribution d'une vingtaine de chercheurs patentés. Et les actes ont été publiés sous le titre Pie XI, un pape contre le nazisme, point d'interrogation, l'encyclique Mit brennender Sorge, 14 mars 1937. De nombreux autres colloques et séminaires sur et autour des archives de Pie XI ont vu le jour, notamment ici à Rome, sous l'égide de l'École française de Rome. Ces travaux importants viennent conforter et étayer, me semble-t-il, une triple thèse interprétative concernant les rapports du futur Pie XII avec le national-socialisme dans les années 30. La première est celle d'une division du nazisme dans la perception qu'en avait la Curie en deux courants. Un courant néoconservateur représenté par Hitler et Göring, avec lequel il semblait possible de trouver un terrain d'entente, un modus vivendi, un courant néo-païen incarné par Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti, absolument contraire aux principes du christianisme. Le principal artisan de cette interprétation, pour le moins lénifiante du nazisme, n'était autre que l'évêque autrichien Alois Hudal, le recteur du collège de l'Anima, consulteur du Saint-Office. Elle se trouve exposée dans son ouvrage controversé sur les fondements du national-socialisme, publié en 1936 en allemand, mais à la traduction italienne duquel Pie XI opposa son veto. Monseigneur Hudal n'en continue pas moins d'avoir l'oreille du cardinal Pacelli pour les affaires allemandes jusqu'à la fin du pontificat ratien. La deuxième thèse, me semble-t-il, deuxième idée fondamentale, la deuxième clé interprétative, est celle d'une opposition au sein même du Vatican entre deux pôles de pouvoir. La congrégation du Saint-Office d'un côté, la secrétairie d'État de l'autre. L'ouverture des archives du Saint-Office a dévoilé en effet l'existence d'une série de projets préparatoires en vue de la publication d'une sorte de syllabus contre ces hérésies politiques du XXe siècle qu'étaient le nationalisme radical, le racisme, le totalitarisme, et auquel fut ajouté, sur requête expresse de la secrétairie d'État, en l'espèce de Monseigneur Tardini, le communisme. Or, ce document, comme on le sait, ne vit jamais le jour, si ce n'est sous la forme réduite d'un syllabus contre le racisme en 8 points, publié par la Congrégation des séminaires et des universités en avril 1938, à la veille de la visite d'Hitler à Rome. Le veto de la secrétairie d'État, en l'occurrence le veto du cardinal Pacelli, à une telle publication semble avoir été déterminant. La troisième est celle d'une divergence de vue entre le dernier Pie XI et son secrétaire d'État par rapport à l'attitude à l'égard de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, notamment sur la question de l'antisémitisme. Cette thèse est au cœur de l'ouvrage d'Emma Fattorini sur la solitude d'un pape, publié en 2007. Alors que le pape ne cessait de vitupérer contre la politique antisémite du régime fasciste, le cardinal Pacelli recommandait la prudence. L'affaire de l'encyclique cachée ou de l'encyclique manquée, Humani Generis Unitas, est à cet égard révélatrice de ces tensions. Commandée par Pie XI à un jésuite américain, le père Lafarge, elle ne sera pas reprise à son compte par son successeur, donc par Pie XII. Sans apporter d'éléments fondamentalement nouveaux, me semble-t-il, en tout cas, les archives du pontificat, du moins les dossiers que j'ai pu, du pontificat de Pie XII, s'entend, du moins les dossiers que j'ai pu consulter, confirment le rôle déterminant du général des Jésuites, le père Ledochowski, connu pour ses sentiments anti-juifs, sinon antisémites, dans la mise à l'écart du texte.
Sans vouloir m'y appesantir, il me semble que ces trois postulats interprétatifs concernant le rôle du cardinal Pacelli comme secrétaire d'État ont été remis en cause par divers travaux dans les années récentes, qu'il s'agisse de l'ouvrage de Frédéric Lemoal sur Pie XII et la France, qu'il s'agisse de la thèse d'Alessandro Bellino sur le Vatican à Hitler, qu'il s'agisse enfin de la somme de Giovanni Cocco sur les rapports avec l'Italie fasciste, Il labirinto romano, il filo delle relazioni Chiesa-Stato tra Pio XI, Pacelli et Mussolini, publié en 2019. Loin d'opposer la fermeté de l'ultime Pie XI à la volonté d'apaisement de son secrétaire d'État, ces travaux tentent à montrer au contraire que le cardinal Pacelli fut bel et bien l'un des artisans, sinon l'artisan, comme l'écrit le professeur Agostino Giovagnoli dans la préface à l'ouvrage de son élève Alessandro Bellino sur le Vatican à Hitler, l'un des artisans, sinon l'artisan du durcissement de la politique vaticane à l'égard des régimes totalitaires dans les derniers mois du règne de Pie XI. La vision augustinienne, pour reprendre l'expression de Giovanni Cocco, des rapports Église-État qui était la sienne, celle de Pacelli, encline à favoriser la coopération plutôt que le conflit en vue du bien commun et dans l'intérêt de la paix, différait pourtant de celle plus bellarminienne, plus interventionniste de Pie XI. Elle permet de comprendre notamment pourquoi le nouveau pape souhaita, à l'image un peu de ce qu'avait fait Léon XIII dans le contexte du Kulturkampf bismarckien à la fin des années 1870, jouer la carte de la détente avec l'Allemagne nazie au lendemain de son élection. S'agissant maintenant de la compréhension du pontificat de Pie XII dans son ensemble, et singulièrement de la période de l'après-guerre, je laisse de côté la guerre puisqu'elle va être traitée dans les interventions suivantes de mes collègues, c'est-à-dire je vais me concentrer donc plutôt sur la période de l'après-guerre, la moins connue finalement, qui est la période de la guerre froide. Et il me semble que la question de fond qui interpelle l'historien peut être formulée en ces termes. Le pontificat de Pie XII a-t-il été un pontificat politique, dominé par la peur obsédante du communisme et la nécessité de défendre la civilisation chrétienne d'Occident, ou bien un pontificat religieux destiné à garantir le bien des âmes et la survie de l'Église au nom du fameux principe Salus animarum suprema lex, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Est-il possible, en d'autres termes, d'interpréter l'ensemble des actes de Pie XII à l'aune d'un anticommunisme prétendument obsessionnel? Quelle était, si l'on préfère, la marge d'autonomie de l'Église pacellienne par rapport aux réalités d'un monde bipolaire au bord de la catastrophe nucléaire? Dans l'ensemble, la production des 20 dernières années n'a pas remis, me semble-t-il, fondamentalement en cause la polarisation qui s'opère dès la fin des années 40 au sein de l'historiographie entre deux thèses contradictoires. La thèse communiste de l'alignement, l'image véhiculée de manière récurrente par la propagande soviétique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et celle d'un Pie XII va-t-en-guerre, ou pire encore, d'un Pie XII valet de la CIA. L'écrivain communiste français Roger Garaudy évoquait à la suite d'un voyage à Rome en 1948, à la veille des élections italiennes d'avril 1948, je cite, une sainte alliance réactionnaire avec l'impérialisme américain. Cette image d'un Pacelli obsédé par le péril rouge et par voie de conséquence d'une diplomatie vaticane à la remorque des Américains trouva à se renforcer dans le contexte des années 60 et 70, marqué à la fois par le dégel entre l'Est et l'Ouest et par les débuts de la polémique autour des silences de Pie XII. Ultime avatar de cette historiographie de guerre froide, l'ouvrage d'Annie Lacroix-Rice, Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la guerre froide, publié en 1996 et basé sur les archives du Quai d'Orsay à Paris, tenta de donner, sans vraiment y parvenir, une consistance scientifique à cette thèse de l'alignement. La thèse catholique du non-alignement, l'image que s'emploie à diffuser le Vatican à partir surtout du début des années 50 et que reprendront plus tard à leur manière ses plus proches collaborateurs, je pense évidemment à Montini, Tardini, mais à son secrétaire, le père Leiber, dans leurs différents portraits du pontife, et celle d'une papauté au-delà des blocs. Dans les années 60, des théologiens catholiques, je pense en particulier à René Coste, s'appliqueront à démontrer la cohérence de ses enseignements sur la paix et l'ordre international
en les considérant dans leur logique propre, indépendamment du contexte. Il faudra attendre les années 80 pour que l'on assiste à une première tentative d'historicisation du pontificat, tendant à corriger l'image de pape politique construite précédemment. Ces études novatrices mettaient l'accent sur les motivations religieuses et pastorales de l'action de Pie XII, en soulignant d'une part l'existence d'un dessein de reconquête spirituelle, alternatif aux deux systèmes capitalistes et communistes en conflit. Et je renvoie ici au bel article de Antonio Acerbi su Pio XII et l'idéologia dell'Occidente, et en insistant d'autre part sur le caractère prophétique de son magistère, pour reprendre l'expression d'Andrea Riccardi, qui fut le maître d'œuvre de ses colloques sur Pie XII au milieu des années 80. Partant de mes propres travaux, et comme à titre d'hypothèse pour les recherches à venir, il me paraît possible d'esquisser la périodisation suivante. Une première période qui irait de la fin de la guerre au début des années 50, que je qualifierais de l'impossible neutralité, suivie d'une période qui commencerait à partir du début des années 50, 51, 52, caractérisée par la recherche d'une plus grande équidistance entre les deux blocs. Dans les débuts de la guerre froide, le Saint-Siège se trouve en effet contraint d'épouser la cause de l'Occident au nom de la défense de la civilisation chrétienne. Le pape et ses plus proches collaborateurs ne partageaient pas les illusions du gouvernement américain quant à la possibilité d'une collaboration pacifique durable avec l'Union soviétique. Dans les derniers mois de la guerre, Pie XII s'était montré assez sévère sur la faiblesse des Alliés face à la Russie. Et la conférence de Yalta avait, selon lui, manifesté la prépondérance de l'influence soviétique sur le vieux continent. Et la mort du président Roosevelt en avril 1945, dont la politique étrangère était jugée trop bienveillante à l'égard de Moscou, et son remplacement par son vice-président Harry Truman, avait laissé espérer un durcissement de l'attitude des États-Unis envers la Russie et le communisme. Aussi, les mesures d'endiguement du printemps 1947 furent-ils accueillies avec un certain soulagement dans les palais apostoliques. Dans une lettre confidentielle adressée au président américain en juillet 1948, Pie XII pouvait ainsi écrire que c'est, je cite, sur la politique extérieure des États-Unis que repose principalement l'issue de la lutte fatale entre ce qui reste d'un monde libre et le totalitarisme sans Dieu. En décembre 1948, le pape franchissait un pas supplémentaire en apportant sa caution morale à l'adhésion de l'Italie au pacte atlantique. Plusieurs raisons expliquent ce choix stratégique en rupture avec la tradition d'impartialité du Saint-Siège lors des deux conflits mondiaux. Des raisons d'ordre doctrinal d'abord, l'hostilité au communisme bien sûr, totalitaire et sans Dieu. Si Pie XII ne juge pas utile de réitérer la condamnation doctrinale de son prédécesseur dans l'encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937, le communisme, comme l'écrit justement Étienne Fouillou, est omniprésent dans son enseignement. En juillet 1949, le Saint-Office publia un décret interdisant toute collaboration des catholiques avec les partis ou associations se réclamant de l'idéologie communiste, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'excommunication. Pratiquement inapplicable dans un pays catholique, l'Italie, où les électeurs communistes représentaient un bon tiers de la population, la mesure n'en contribua pas moins à marquer les esprits au plus fort de la guerre froide. Tous les courants du progressisme chrétien de l'après-guerre qui avaient cru cette collaboration possible au lendemain de la victoire commune sur les fascismes s'en trouvèrent du coup délégitimés et frappés de suspicion à l'Est comme à l'Ouest. L'adhésion à la démocratie et à ses valeurs contribue à ce raidissement politique contre le communisme. On ne saurait à cet égard perdre de vue l'importance du radiomessage de Noël 44, considéré à juste titre, comme l'a écrit Jean-Dominique Durand, le baptême de la démocratie. Dans la phase naissante, les partis démocratiques d'inspiration chrétienne allaient devenir les meilleurs alliés de l'Église sur le plan politique. Il suffit de rappeler ici la formidable mobilisation des forces catholiques à travers les fameux Comitati Civici de Luigi Gedda en vue des élections législatives du 18 avril 1948, qui débouchèrent sur le triomphe électoral de la Democrazia Cristiana d'Alcide de Gasperi avec plus de 50% des voix. Des raisons, enfin, d'ordre politico-religieux, c'est avec la naissance à l'Est de l'Église du silence. L'Église catholique subit à partir de 1945 une terrible persécution dans les pays de l'Europe soviétisée, mais aussi en Extrême-Orient, et la politique du Kremlin dans les pays de l'Europe de l'Est
consiste à affaiblir l'Église catholique en la divisant de l'intérieur et en la séparant de Rome. Les églises gréco-catholiques en Ukraine, en Transylvanie, parce que les plus faibles, les plus proches de l'orthodoxie, furent les premières visées. Les démocraties populaires, la situation commençait à se dégrader à partir des années 48-49, au lendemain notamment du coup de Prague de février 48, avec l'expulsion des représentants du Saint-Siège de ces pays et l'arrestation de leurs plus hauts dignitaires religieux, en particulier l'arrestation et la condamnation à la prison à perpétuité du cardinal Joseph Mizenti, l'archevêque d'Esztergom et primat de Hongrie en décembre 48 et sa condamnation, son procès en février 49. Mais cette convergence d'intérêts et de valeurs avec le bloc occidental ne signifiait pas pour autant identification avec ce dernier. Tout en appelant à la défense de la souveraineté d'Occident, le Vatican de Pie XII cherche surtout à partir de 1951-52 à prendre ses distances avec un monde qui aime, comme le dira Pie XII dans son radiomessage de Noël 51, le monde libre, qui aime à s'appeler avec emphase le monde libre. La lettre apostolique au peuple de Russie, datée du 7 juillet 1952, revêt de ce point de vue une importance capitale à laquelle les historiens n'ont pas prêté jusqu'ici toute l'attention voulue et que importance qui vient, me semble-t-il, qui est confirmée par les documents que j'ai pu voir dans les archives du Vatican, notamment dans les archives de la Congrégation pour des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Après avoir rappelé dans une première partie la longue histoire des relations d'amitié entre le Saint-Siège et la Russie et l'attitude de stricte impartialité qui avait été la sienne durant la guerre, Pie XII énonçait dans ce texte, dans la seconde partie de cette lettre apostolique au peuple de Russie, les conditions d'une coexistence minimale basée sur le respect du droit et des libertés fondamentales, en particulier le droit à la liberté religieuse. Je cite un passage de cette lettre. Quand il s'agit de défendre la cause de la religion, de la vérité, de la justice et de la civilisation chrétienne, certainement nous ne pouvons nous taire, mais ce à quoi tendent toujours nos pensées et nos intentions, c'est que tous les peuples ne soient point gouvernés par la force des armes, mais par la majesté du droit, et que chacun d'eux, en possession des libertés civiles et religieuses dans les limites de sa propre patrie, soit conduit vers la concorde, la paix et la vie laborieuse, grâce auxquelles chaque citoyen peut se procurer les choses nécessaires à sa nourriture, à son logement, à l'entretien et à la direction de sa propre famille. Fin de citation. 3 ans à peine donc après le décret d'excommunication du 1er juillet 1949, le pape renonçait à tout nouvel anathème et suggérait déjà de distinguer entre les doctrines erronées et mensongères et les hommes qui les propagent, toujours dignes en tant que personnes humaines, dignes de miséricorde et d'amour. Le préalable absolu à toute ouverture en direction du Kremlin restait toutefois l'abandon des persécutions religieuses et la liberté rendue aux chrétiens de pratiquer leur foi. Divers facteurs permettent d'expliquer cette recherche d'une plus grande équidistance entre les deux blocs à partir du début des années 50. Le premier facteur est le déclenchement d'une campagne d'opinion en Occident sur le thème de la paix par les partis communistes. C'est le fameux appel de Stockholm contre la bombe atomique de mars 1950 qui trouva un large écho dans les milieux catholiques, notamment en France et en Italie. Sous peine d'apparaître comme une force belliciste alliée de l'impérialisme américain, le Saint-Siège ne pouvait rester sans réagir. Et la volonté du pape de reprendre l'initiative sur le terrain de la paix en rappelant le message pacifique de l'Église était manifeste. C'est dans ce contexte que l'on assiste par exemple à la relance du mouvement Pax Christi sous la houlette de l'archevêque de Paris, le cardinal Maurice Feltin. Deuxième facteur, le développement des armes de destruction massive. Premier pape de l'ère nucléaire, Pie XII n'a pas manqué de s'interroger sur les conséquences de la découverte de ces nouvelles armes ABC, comme on les appelle, atomiques, bactériologiques, chimiques, sur la doctrine de l'Église. Tout en maintenant fermement le principe de la légitime défense, en refusant toute idée de désarmement unilatéral, comme le réclamait la campagne pacifiste des communistes, il a posé des conditions très sévères à l'utilisation de telles armes, en particulier le principe thomiste de la proportionnalité entre les moyens utilisés, entre les armes utilisées et la fin que l'on poursuit. Et à promouvoir l'idée, je cite, d'un désarmement progressif et réciproque, c'est comme il formule dans son radiomessage de Noël 1955.
P12 n'hésitera pas à reprendre à son compte, dans ses fameux radiomessages de Noël des années 50, le thème de la coexistence pacifique. En lui donnant un contenu chrétien, il parlera de coexistence dans la vérité. Pour le Vatican de Pie XII, il ne pouvait y avoir d'alternative à la paix fondée sur l'équilibre de la terreur. Enfin, dernier facteur, les progrès de la construction européenne. L'avènement d'une Europe unie sous l'égide d'hommes d'État chrétiens, les Robert Schuman, Alcide de Gasperi, mais aussi, je l'ai cité, Konrad Adenauer, ne pouvait laisser le Vatican indifférent. Très européen, très européiste, dans un sens fédéraliste, Pie XII ne cessera d'encourager les grandes nations du vieux continent. Et l'expression, comme l'avait justement fait remarquer dans un article pionnier Jean-Marie Mayer sur Pie XII et l'Europe, l'expression semblait exclure l'Angleterre protestante et inclure l'Espagne franquiste, a progressé sur la voie d'une unité politique et économique supérieure et accueillera avec chaleur la naissance des premières institutions européennes. La création d'un pôle fédéral européen relativement indépendant à l'intérieur du bloc atlantique permettait à la diplomatie vaticane de retrouver une marge de manœuvre. C'est pourquoi l'échec du traité de la Communauté européenne de défense devant le Parlement français le 31 août 1954 sera durement ressenti. Et la signature, trois ans plus tard, des traités de Rome, le 25 mars 1957, célébré comme l'événement, je cite l'Osservatore Romano, comme l'événement politique le plus important et le plus significatif de l'histoire moderne de la ville éternelle. L'émergence, par ailleurs, du mouvement des non-alignés lors de la conférence de Bandung en 1955 et plus généralement le processus de décolonisation de la seconde moitié des années 50 vint renforcer la volonté d'indépendance du Saint-Siège par rapport à un alignement trop voyant sur la politique de Washington. Comme l'écrit l'historien américain Frank Coppa, je cite, de façon paradoxale, le pape, qui avait assumé un rôle de premier plan dans les débuts de la guerre froide, s'associe maintenant à ceux qui appellent à sa conclusion. Fin de citation. Alors, en conclusion, que peut-on dire? Il me semble que Pie XII s'est voulu, comme son lointain et illustre prédécesseur Innocent XI, qu'il a béatifié en octobre 1956, s'est voulu tout à la fois le défenseur des libertés de l'Église et le défenseur de la chrétienté. Il utilise les deux expressions dans son discours, dans le discours prononcé à l'occasion de la béatification d'Innocent XI en octobre 1956. Dans la conjoncture bipolaire de la guerre froide, dominée par la crainte de l'extermination mutuelle, une telle compréhension de la mission pontificale pouvait impliquer des choix contradictoires. N'y avait-il pas en effet contradiction entre la vocation magistérielle au-delà des blocs, qu'exaltaient certains, et le rôle de chef de croisade que lui assigné par d'autres? Alors, et j'en conclus, doit-on parler d'un pontificat politique ou d'un pontificat religieux? La question, à l'évidence, n'est pas tranchée, mais nul doute qu'il mobilisera toute l'attention des chercheurs dans les mois et les années à venir. Je vous remercie. Thank you very much. Un grand merci, monsieur le professeur. Une tâche presque impossible qu'on vous avait demandé, mais vous étiez vraiment l'homme approprié pour le faire. Merci pour votre, pour avoir compris toute la figure de Pacelli, toute l'historiographie très bien structurée et avec un esprit de synthèse remarquable. Je vous remercie. C'est pour ça qu'on vous avait demandé. We have some time for some questions. Just a few minutes here in the audience, if there are questions. It's even possible for those who are following online to put your questions on the chat, and we will look at them, and if possible, we will also translate them to Professor Chenot. Is there any question here from the audience? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Peut-être que vous veniez un instant ici. Donc, there is a question by Johan X.
Oui, professeur Chenot. C'est très complexe et immense, naturellement, la littérature, la bibliothèque sur Pie XII déjà. Et vous avez vraiment fait une bonne synthèse. Mais ce que manque, c'est vous-même dans cette liste de publications, parce que vous avez fait une biographie. Et il y a en effet là un élément qui manque peut-être dans cette synthèse. Il y a au long des années des gens qui se sont occupés aussi à approfondir des éléments biographiques sur Pie XII, le Pacelli, Eugenio, le jeune, l'étudiant, le minutante, non? Et je pense que ça aussi, ce sont des éléments quand même qu'il faut remarquer que dans les dernières 20 années, ont enrichi en effet une compréhension de sa personnalité. Et ce n'est pas, je crois, à, disons, éliminer de cette synthèse plus grande, et sur la grande politique, en effet, qui fait toute son œuvre, disons, comme personne et personnalité de pape, non, et de cardinal secrétaire d'État. Simplement cette observation. Okay, thank you very much. Je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre, oui. Non, mais je salue Johan Yannick, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais je ne pouvais pas parler de tout, évidemment. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais il me semble tout de même que l'apport majeur des recherches qui ont été conduites dans les 20 dernières années concerne la période du pontificat de Pie XI, donc la période des nonciatures allemandes et la période de la secrétaire d'État. C'est pour ça que je me suis focalisé plutôt sur cette période, mais il a raison. Il y a aussi des choses nouvelles qui sont sorties sur les premières années, sur la formation, etc. Et j'en ai moi-même fait état dans ma biographie. Enfin, je ne voulais pas non plus répéter ce que j'ai écrit dans ma biographie. D'accord. Are there other questions? Any other questions coming online? Huh? Professeur Chenot, on a ici une question sur le chat. Oui, si vous pouvez le dire ici, peut-être. Dites-le ici, au micro. Professeur, on a une question sur le chat de Jan Wouters qui demande si vous connaissez l'attitude fondamentale de Pie XII vis-à-vis de l'émergence du régime international de droits humains, et notamment l'adoption de la Convention contre les génocides et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez pu comprendre? Oui, j'ai pu comprendre. OK. Bah, je m'étais intéressé à ce sujet, c'est d'ailleurs l'objet d'un des premiers articles que j'ai publié en absolu, c'est l'attitude du Saint-Siège et du Vatican à l'égard de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et là, j'avais bien dû constater à l'époque qu'il y a un certain silence de Pie XII sur cette déclaration. On s'est interrogé sur les raisons. Je pense que l'explication la plus convaincante tient au fait que cette déclaration ne mentionne pas l'origine divine de ces droits. Donc, il n'y a aucune référence au Créateur et à Dieu dans cette déclaration. Et de fait, il faudra attendre Jean XXIII et l'encyclique Pacem in Terris pour que cette déclaration soit reconnue et mentionnée dans des documents pontificaux. Okay, thank you very much.